Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans l'émission En marchant sur les traces des poilus, aujourd'hui consacrée aux gaz de combat, notamment employés pendant la Grande Guerre. Alors, depuis quand les gaz de combat? Il faut remonter très loin en arrière, dans la Grèce antique, lorsque les soldats de Sparte essayent de conquérir Athènes. Il vient à l'idée de certains officiers de l'époque de confectionner des grosses boules puantes avec un aggloméré de bois, de résine, de soufre et de goudron qu'ils balancèrent sur l'adversaire. Mais il est bien évident que l'évaporation de cette odeur donc nauséabonde n'a pas été vraiment efficace sur les Athéniens, car les Athéniens ont vite repris le dessus et ont vaincu donc les gens de Sparte. Et puis, plus rien depuis cette époque. Il faut aller finalement jusqu'au début du XXe siècle pour avoir recours à nouveau à des recherches scientifiques concernant ces gaz de combat. Et contrairement à ce qu'on pense, finalement, c'est la France qui va être la première à découvrir un gaz en solutionnant donc des molécules de brome. Et ce gaz-là, on l'appellera le gaz lacrymogène, qui est un irritant et un suffocant. Et il sera employé finalement par les forces de l'ordre en 1905 pour déloger des brigands qui venaient d'investir une banque, et ils balancèrent donc ce gaz et ils obtenèrent satisfaction puisque les brigands quittèrent la banque et se rendirent. Et puis la guerre arrive. En 1914, l'armée française avait déjà comme munition une grenade dite spéciale, une grenade lacrymogène. Et cette grenade lacrymogène fut employée sur le front, mais n'eut pas l'efficacité tant redoutée, car ce gaz lacrymogène est très volatile et se disperse très vite dans l'air, à tel point que même certains Allemands ne s'en ont même pas préoccupé. Et puis là, nous allons donc, à partir de 1915, gravir, si vous voulez, l'horreur dans la découverte de gaz. Et là, je vais vous parler d'un personnage central donc, et incontournable de la création de gaz de combat. Je vais vous parler du Prussien Fritz Haber. Fritz Haber, c'est le fils d'un marchand de colorants et de peinture. Dès sa plus jeune il est né à Breslau le 8 décembre 1868. Breslau qui s'appelle aujourd'hui Wrocław, qui se situe en Pologne. Et dès sa petite enfance, donc, il triture avec son papa les colorants et toutes les peintures inimaginables. Et ça lui plaît tellement qu'après ses études normales, il se dirige bien sûr vers un doctorat en chimie qu'il obtient facilement avec des études poussées. Et il va étudier donc des molécules, notamment en 1904, il va découvrir la synthèse d'ammoniac en prélevant donc de l'azote dans l'air. Et cette synthèse d'ammoniac va servir doublement à servir d'abord d'engrais pour les cultures et ensuite d'explosifs. Et c'est dans ce deuxième domaine aussi qu'il va exceller malheureusement. Alors, cet ammoniac ainsi découvert, du moins la synthèse, va être produite à grande échelle, car ce personnage, très controversé, a un double visage. Un visage humain et finalement un visage destructeur.
son côté humain, il est un peu déjà visionnaire, car il se demande comment nourrir toute l'humanité sur la planète dès lors que la population augmente exponentiellement tous les ans. Donc il prend fait et cause pour nourrir la planète en créant donc un engrais qui va améliorer toutes les cultures. Et on s'en sert encore aujourd'hui. Voilà. Mais il a son côté morbide, sordide, qu'il va mettre au service du Kaiser, Guillaume II, en cherchant donc un gaz de combat. Et ce premier gaz de combat, il va le trouver en modifiant le chlore, en le concentrant à haute dose dans des bouteilles. Et il est nommé capitaine pour cela. Il est à la tête d'un bataillon de gazage, d'ailleurs. Et il va chercher un terrain où ce gaz va pouvoir être employé, donc à bon escient, si je puis dire. Il va l'employer finalement dans la région d'Ypres, le 22 avril 1915, à proximité de Langemarck, pas loin de Poelcapelle, où il va trouver un terrain assez efficace, un terrain relativement plat, dépourvu de grandes forêts pour empêcher la nappe de gaz de franchir, et où il y aura des vents dominants du bon côté pour les Allemands, bien sûr. Alors c'est ce 22 avril 1915, vers 18h, qu'on dévisse les bouteilles où est pressurisé ce fameux chlore, et qui, au moyen de lance-incendie un peu ressemblant comme ça, va être déversé sur les troupes françaises et anglaises. 168 tonnes de chlore vont être déversées sur un front assez restreint, au-delà d'Ypres, et qui tuera en gros 5000 soldats et faisant 15 000 blessés. C'est la première attaque, grande attaque au gaz de l'humanité, qui va être un succès. Fort de ce succès, ça va encore engendrer chez lui un état d'esprit pour chercher encore plus loin. Et il va découvrir le phosgène. Après le phosgène, il va découvrir le dysphosgène. Et ça, nous sommes toujours en 1915. Et c'est en 1916 que le phosgène et le dysphosgène seront les plus employés. D'ailleurs, de toute la guerre, de toute la Grande Guerre. À l'issue de cette grande offensive du 22 avril dans la région d'Ypres par le gaz de combat, notamment le chlore, ça va être une course effrénée entre les belligérants concernant la recherche et l'emploi des gaz de combat. Pourtant, chacun d'entre eux a bien signé la charte de la Convention de La Haye de 1889, ratifiée en 1907, mentionnant l'interdiction d'usage d'armes chimiques en cas de conflit. Et puis, en 1917, continuant ses recherches sur ces gaz de combat, il va découvrir un gaz vésicant, qu'on appellera le gaz moutarde, de par son odeur, et qui sera appelé communément par les poilus, et ensuite par l'histoire, qui retiendra le nom d'hypérite. Pourquoi ? Parce qu'à nouveau, il essaie ce gaz dans la même région qu'il a essayé le chlore, à Ypres, du côté d'Ypres, le 12 juillet 1917, où il fait de nombreuses victimes. Car ce gaz hypérite est moins volatile que le phosgène, le diphosgène et le chlore, car il se propage par gouttelettes. Alors avec toutes ces découvertes, y compris ces découvertes finalement qui seront utiles dans le monde civilisé, si je veux dire, il a été nommé directeur de l'Institut scientifique à Berlin. Et il dirige une équipe qui, après-guerre, va continuer ses recherches. Auparavant, avant la guerre de 14, dès le début du XXe siècle, il va découvrir un gaz qui se nomme le Zyklon A. Et le Zyklon A, finalement, ce n'est pas ce qu'on croit encore, car il lutte toujours pour améliorer le sort de l'humanité. C'est un gaz qui va être employé sous forme de liquide contre les animaux nuisibles en vue de protéger les cultures. Mais son équipe, après-guerre, va découvrir que ce Zyklon A donc, va pouvoir être transformé, plus élaboré,
et finalement il deviendra le Zyklon B. Et c'est ce Zyklon B qui sera employé dans des milieux confinés, notamment dans les camps de concentration. Alors, Fritz Haber était d'obédience juive. Il s'est converti au protestantisme donc en 1893. Et à l'avènement d'Hitler en 1933, il veut continuer ses recherches dans l'institut dont il est toujours le directeur, avec son équipe composée pratiquement que d'Israélites. Mais Hitler va le contredire et va le forcer à démissionner de son poste, d'abord en lui retirant toute son équipe, donc formée de chercheurs juifs. Il va rester seul. Et il se dit, moi je travaille qu'avec mon équipe, donc il va démissionner. Alors c'est là qu'Hitler se dit, si la science ne peut pas se passer d'un grand scientifique comme vous, le Reich attendra quelques années. Alors il comprend là que c'est dangereux de vivre maintenant pour lui en Allemagne. Il va quitter l'Allemagne en automne 1933 pour se réfugier à Cambridge en Angleterre, où il n'est pas tellement bienvenu finalement, et il va s'exiler en Suisse, et c'est sur le chemin donc du côté de Bâle qu'il va trouver la mort, une mort disons douteuse par une crise cardiaque. Finalement, ce personnage atypique a reçu le prix Nobel en 1918, mais délivré en 1919, car il n'y a pas eu de remise de prix Nobel pendant la Grande Guerre. Non pas, bien sûr, comme vous pouvez le constater, pour les gaz de combat, mais pour la découverte de la synthèse d'ammoniac qui, pratiquement, est considéré comme le sauveur de l'humanité et encore actuellement. Ce procédé a été donc élaboré un peu plus, disons, moderne, disons, par un autre chimiste qui s'appelle Bosch, et c'est ce procédé Haber-Bosch qui est encore en vigueur aujourd'hui.